Bonjour à vous. Voilà, suite avant-dernière partie sur le cours sur l'intégration, le lien qu'on peut faire entre la définition d'une intégrale comme calcul d'air et le chapitre, la partie sur les calculs de primitives. Alors tout d'abord, un premier résultat qu'on ne démontrera pas, qui dit que si on calcule l'intégrale de a à a d'une fonction continue, eh bien le résultat est égal à 0. Ça paraît évident, mais bon, voilà. C'est bien de le préciser. Alors, le théorème, une partie du théorème important, c'est le suivant, c'est dire que si une fonction est continue, alors la fonction qui à x associe l'intégrale de a à x de f de t dt est l'unique primitive s'annulant en a. Alors pourquoi? On a vu déjà que si on définit une fonction de cette façon-là, eh bien, la dérivée de cette fonction, c'est petit f. Donc en gros, ça veut dire que grand F est une primitive de petit f. Et de plus, si on remplace x par a, donc on calcule l'image de a pour la fonction grand F, et bien on va trouver l'intégrale de a à a de f de t dt, et comme on vient de le voir dans le lemme, et bien ce résultat est nul. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grand F est une primitive de petit f, et elle s'annule en a. C'est donc, d'après les résultats précédents, l'unique primitive de petit f qui s'annule en a. Alors, la partie la plus utile en pratique est la suivante. Et c'est ce qui va faire le lien entre le calcul des primitives et le calcul des intégrales. Si g est une primitive de petit f, et n'importe laquelle, on a vu dans les résultats précédents qu'il y en avait une infinité, eh bien pour calculer l'intégrale de a à b de f de t dt, il suffit de faire la différence suivante, g de b moins g de a. Alors, faites attention, au niveau des bornes, c'est borne supérieure moins borne inférieure. Borne supérieure moins borne inférieure. Voilà. Alors vous verrez dans certains ouvrages, et puis moi personnellement j'utilise cette notation, quand on calcule directement ça, on peut remplacer le g de b moins g de a par g de x entre crochets avec a et b qui sont aux mêmes places que pour le symbole intégral. Puis après, on développe en disant g de b moins g de a. Alors, la démonstration. Alors, c'est une démonstration qui me paraît importante pour comprendre le lien qu'on peut faire entre intégration et primitive. On sait qu'on part du principe que notre fonction elle est continue. Du coup, on peut poser une fonction grand F qui est cette fonction-là. Et on sait que cette fonction, quand on la dérive, c'est petit f. Donc, d'après le résultat précédent, on sait que grand F est l'unique primitive de petit f s'annulant à a. Or, on a dit qu'on partait du principe que g était n'importe laquelle de ces primitives. Donc, du coup, il y a un lien entre f et g. Ce lien est le suivant. Grand G est égal à grand F plus une constante. Reste à trouver la constante. Pour trouver la constante, on va utiliser l'unique valeur qu'on connaît, c'est l'image de A. On sait que G de A, si on prend la relation précédente, c'est F de A plus K. Mais on sait aussi que F de A, grand F de A, ça s'annule. Puisque c'est l'unique primitive qui s'annule. Du coup, K vaut G de A. Ce qui permet d'écrire que G de X égale F de X plus G de A. Et en transposant, on arrive à la relation que grand F de X est égal à G de X moins G de A. Tout ça pour dire quoi? Grand F, c'est l'intégrale qui est là. Donc on en conclut que cette intégrale, c'est G de X moins G de A. Dans le théorème précédent, on cherche à, calculer l'intégrale de A à B de f de t dt. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer x par b, et ça va nous donner, tout naturellement, l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est g de b moins g de a. Voilà comment on va calculer des intégrales à partir d'une des primitives. J'insiste bien,
dès que vous en avez une, ça peut être n'importe laquelle, eh bien elle va servir à faire ce calcul-là. Voilà pour cette partie. Alors, passons maintenant aux propriétés de l'intégrale, qu'on pouvait aussi visualiser d'un point de vue graphique. Et là, on va faire les démonstrations par le calcul. Alors, déjà, l'intégrale, on dit qu'elle a une propriété de linéarité. Alors, ça veut dire quoi qu'elle est linéaire? Ça veut dire que quand on fait l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Et quand on fait l'intégrale d'une constante fois une fonction, eh bien la constante, elle peut sortir. Exactement pareil que pour le symbole somme. Le symbole somme qu'on utilise, le grand sigma, là, pour calculer des sommes discrètes, eh bien, on retrouve la même chose avec le symbole intégral. D'ailleurs, petite parenthèse dans le cours, vous remarquez que le S ressemble à un S, enfin l'intégrale, le symbole intégral ressemble à un S allongé. Et on a vu au tout début du cours que c'était une somme de rectangles. Donc c'est pas un hasard qu'on ait utilisé un symbole qui ressemble à une somme et qui se comporte comme le sigma pour les sommes discrètes. Alors comment on fait pour démontrer ces deux propriétés? Alors c'est assez simple, commençons par la première. On suppose que f et g sont deux primitives respectivement de f et g. Du coup, si on fait la dérivée de cette somme, on va trouver que c'est la somme des dérivées, ça c'est le cours sur la dérivation, et la dérivée de f c'est petit f, la dérivée de grand G c'est petit g. Donc on peut en conclure rapidement que f plus g est une primitive de petit f plus petit g. Du coup, quand on calcule l'intégrale de petit f plus petit g, on a vu d'après la propriété précédente qu'il suffisait de faire la différence des images de a et b par une primitive. Or celle-ci est une primitive de petit f plus petit g. Du coup on va avoir f de b plus g de b moins f de a plus g de a. En réorganisant les termes, on peut faire apparaître la différence sur la fonction f et la différence par rapport à la fonction g. Et en repassant à la notation intégrale, on démontre que ça c'est l'intégrale de a à b de f de t dt, et ça, cette différence là, c'est l'intégrale de a à b de g de t dt. Voilà qui démontre que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième propriété, bon, ça se démontre exactement de la même façon. On sait que lambda f est une primitive de lambda petit f. Bon, c'est k fois u, quoi. La dérivée de k fois u, c'est k fois u'. Donc on démontre rapidement que lambda f est une primitive de lambda petit f. Puis on utilise le même système, puisque c'est une primitive de lambda petit f, on va remplacer, utiliser le fait que lambda peut se mettre en facteur et réécrire le calcul pour faire apparaître le symbole intégral. Voilà, donc cette notation, ce calcul, a une propriété qu'on appelle la propriété de linéarité. Ah, là il y a un petit bug, j'ai oublié de changer. Donc cette partie-là, c'est la relation de Chasles. Donc la relation de Chasles entre pour le calcul intégral, on voit que si on fait l'intégrale de a à b et qu'on ajoute l'intégrale de b à c, c'est comme si on faisait le calcul de a à b, a à c. Bon, ça se voit très bien avec les aires, hein. Vous faites un joli dessin, vous mettez trois valeurs a, b et c dans cet ordre, et vous remarquez que si vous allez de a à c, ça revient à calculer l'aire sous la courbe de a à b et d'ajouter ce qui est entre b et c. Voilà. Donc faisons la démonstration à l'aide des calculs. Là, on repasse avec les primitives, hein, puisque grand F est une primitive de petit f. On va avoir ces différences-là. Si on réorganise le calcul, f de b moins f de b, ça s'annule et on fait passer le f de c devant, on arrive à f de c moins f de a, et cette différence se réécrit directement sous cette égalité-là. Voilà, donc les démonstrations sont assez rapides. Alors, un corollaire, une propriété qui se déduit de ce qu'on vient de voir, eh bien, on a vu tout à l'heure que l'intégrale de a à a, ça faisait 0. Du coup, si on fait l'intégrale de a à b, puis plus l'intégrale de b à a, ce qui fait l'intégrale de a, on trouve que c'est nul. Du coup, si cette somme s'annule, c'est que cette intégrale-là est égale à l'opposé de celle-ci. En gros, si vous permutez les bornes du symbole intégral, vous calculez moins l'intégrale de a à b.
Alors ça, c'est pas forcément très intuitif. Vu qu'on calcule l'aire de A à B sous la courbe, ben, c'est l'opposé de l'aire de B à A, si on allait dans l'autre sens. Bon voilà, c'est pas un résultat très intuitif, mais il est quand même important. Dernière propriété des intégrales, la positivité et l'ordre. Alors, positivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une fonction qui est positive, alors son intégrale sera positive. Ça, on l'avait vu au tout début, on avait dit, si on a une fonction qui est positive, donc elle est au-dessus de l'axe des abscisses, ben, l'intégrale de A à B va être positive. Cette propriété est admise, donc il n'y aura pas de démonstration. Il s'ensuit que si j'ai deux fonctions qui sont rangées dans cet ordre-là, donc si je fais un graphique, je vais avoir ma fonction f qui va être en dessous, enfin la courbe représentative de la fonction f qui va être en dessous de la représentation graphique de la fonction g, eh bien il paraît évident que l'aire sous la courbe va être plus petite que l'aire sous la courbe de la fonction g. Bon, j'ai passé sous silence le fait que ces fonctions n'étaient pas forcément positives, et là elles ne le sont pas forcément. Du coup, l'explication que je viens de donner sur le calcul des aires est un peu biaisée. Donc voyons la démonstration par le calcul. Bon, le premier point est admis. Le deuxième point, on part du principe que la fonction f est plus petite que g, ce qui fait que si on fait cette différence-là, bah, cette fonction est positive. D'après la propriété précédente, on en déduit que l'intégrale de cette différence est positive. Et en utilisant la propriété de linéarité de l'intégrale, on va pouvoir casser cette différence en cette différence-là et transposer de façon à trouver le résultat que l'on recherche. Voilà, fin du cours sur cette partie-là. Il nous restera une toute petite partie qu'on verra bientôt. Voilà, je vous laisse revoir la vidéo et si vous avez d'éventuelles questions, me les poser sur Discord. Bonne journée, à bientôt.